Une fois qu'on a fait le constat qu'effectivement les épisodes extrêmes sont de plus en plus fréquents, moi ce qui m'inquiète, c'est la manière dont on instrumentalise finalement ce dérèglement climatique pour imposer en quelque sorte à certaines franges de la population, à certaines classes sociales, finalement quelque part le coût de ces dérèglements climatiques. Donc dès qu'on parle de dérèglement climatique, la meilleure des choses qu'a fait le gouvernement en fin d'année dernière, c'est d'imposer une taxe carbone sur les automobilistes les plus pollueurs, entre guillemets, mais bon, qui habitent effectivement la ruralité, qui n'ont pas d'autre choix que de se déplacer en voiture, alors que bon, on sait très bien que le dérèglement climatique, c'est quelque chose de mondial et que c'est certainement pas la France. Aux Olympiades de l'horreur climatique, c'est certainement pas la France qui a la première place sur le podium. Vous parlez d'instrumentalisation ? Oui, parce que je pense que nous avons en France et en Europe, de manière générale, un courant écologiste qui s'est emparé finalement de ces questions écologiques et climatiques comme des questions pour poursuivre en quelque sorte la lutte des classes par d'autres moyens et pour asséner à des classes populaires qu'ils avaient naguère sacrifiées fiscalement, économiquement, etc. Cette fois-ci, l'écologie devient un sujet politique, effectivement, pour infliger à certaines classes sociales une sorte de punition sociale. Moi, je crois que le dérèglement climatique, il faut quand même parler de ce que fait la Chine, de ce que fait l'Inde, de ce que fait le Brésil. Enfin, la France pèse pour moins de 1%, si vous voulez, dans les émissions de gaz à effet de serre. Donc ceux qui viennent nous expliquer qu'il nous faut revenir à l'âge des cavernes, parce que si on ne revient pas à l'âge des cavernes, finalement, eh bien, le dérèglement climatique va se poursuivre, évidemment, on ne peut s'inscrire qu'en faux contre cela. Épisode annoncé comme celui-ci. C'est tout à fait évident. Je partage totalement votre analyse, d'autant plus que je gérais précisément la canicule de 2003. J'étais directeur de cabinet du préfet de l'Eure à l'époque. Et effectivement, c'était un épisode climatique où il y avait eu 15 000 morts. Donc effectivement, et on avait à ce moment-là reproché effectivement au gouvernement de ne pas avoir pris les mesures et les devants et de ne pas avoir anticipé la crise. Mais quand même, je veux dire, aujourd'hui, si vous voulez, le réchauffement climatique, pour revenir à ça, il a deux parts. La première part, c'est un phénomène naturel et la deuxième est liée à l'activité humaine. Quand on parle de l'activité humaine, c'est quoi l'activité humaine ? L'activité humaine, c'est effectivement l'activité économique et commerciale. Nous sommes aujourd'hui dans un grand marché mondial, un grand marché mondialisé, qui pratique la division internationale du travail, qui va produire à l'autre bout du monde pour transporter les marchandises sur des bassins de consommation dans des pays occidentaux. Et en réalité, une grande partie des problèmes écologiques que nous connaissons, eh bien, ne sont que la contrepartie, enfin, n'est que la contrepartie du modèle économique. Tant qu'on n'aura pas remis en cause, ou en tout cas interrogé le modèle économique néolibéral mondial... Vous ne dites pas autre chose que ce... Les Verts, si vous voulez, non mais les Verts sont des mondialistes. Ils ne remettent pas en cause le néolibéralisme. Quand j'entends Jadot, si vous voulez, nous expliquer que le néolibéralisme, le marché mondial, finalement, on ne peut pas le remettre en cause. Yannick Jadot est un néolibéral mondialiste et ne le remet pas en cause. Donc à partir de là, on peut toujours parler d'écologie jusqu'à demain matin. Si on ne remet pas en cause finalement les fondements. Vous qui voulez revenir à la... Nous, on veut revenir au localisme, oui. Non, au localisme. On peut aujourd'hui produire à côté, que ce soit sur le plan agricole, que ce soit même parfois sur le plan industriel. Je ne dis pas qu'il faut supprimer le commerce international, mais entre le commerce international d'aujourd'hui, où tout est produit n'importe où... Parce que supprimer le commerce international... Non, mais justement, entre le modèle d'aujourd'hui, où tout est produit n'importe où et consommé n'importe où, et un peu de localisme, avouez quand même qu'il y a des marges appréciables de progrès. Nous, on veut revenir au localisme, oui. Au localisme. Les Français consomment plus des 2/3 de ce qui est produit sur le territoire national. Bon, c'est vrai qu'il y a des délocalisations, mais pourquoi on a une balance déficitaire, alors ? Mais on a une balance qui est très peu déficitaire. Mais simplement, la balance commerciale n'est pas très peu déficitaire. Hein. Non, c'est pas vrai. Revoyez vos chiffres, monsieur. 60 milliards d'euros le déficit commercial, si ça c'est peu. C'est là que je voulais en venir. Mais Bon. C'est une question d'hygiène dans les piscines. Mais c'est même pas une question d'hygiène. Bien sûr que si, puisque les maillots de bain, les shorts de bain sont interdits pour les hommes. Pourquoi autoriserait-on ce type de vêtements ? Non, mais attendez, c'est un faux. C'est même pas une question d'hygiène. Indépendamment des questions d'hygiène qui sont réelles, c'est surtout un message politique. Moi, si vous voulez, je veux tout ce qu'on veut, hein, mais quelqu'un qui m'explique qu'il ne peut pas vivre en France parce qu'il ne peut pas correctement pratiquer sa religion, qu'il ne peut pas manger ce qu'il veut, qui ne peut pas s'habiller comme il veut parce que la France a une culture qui n'accepte pas un certain nombre d'attitudes, on ne l'oblige pas à rester en France.
Si ces femmes veulent se baigner en burkini parce que leur religion leur interdit de se baigner autrement, rien ne les oblige à rester en France. Pourquoi forcer la France à accepter ce qu'elle ne veut pas accepter? Alors je veux bien... En France, on se baignait comme ça au début du XXe siècle. Au début du XXe siècle. Donc les femmes se baignaient comme ça. D'accord. Les femmes n'avaient pas le droit de vote. Donc vous qui êtes progressiste, vous allez m'expliquer que c'est la modernité, le progressisme de revenir un siècle en arrière. C'est ça. D'accord. Donc ça, c'est comme toute la gauche qui nous explique depuis 40 ans que le différentialisme, ça doit être l'avenir de la France, qu'il faut tout accepter, que comme la France n'a pas d'identité, toutes les identités sont les bienvenues, y compris celles qui percutent frontalement notre identité nationale. Eh ben moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est votre parti qui a soutenu les armées étrangères quand elles étaient là. Alors, où ça, arrêtez avec ça. Qu'est-ce que vous racontez comme bêtises? On est en 2019, monsieur. Et alors, de vous réveiller. Pétain, c'était pas un copain de Jean-Marie Le Pen? Pétain, ça a été soutenu par la gauche, vos ancêtres politiques. C'est eux qui ont voté les pleins pouvoirs pour Pétain. Donc n'ouvrez pas des dossiers historiques que vous ne maîtrisez pas parce que vous allez le regretter. On ne va pas ouvrir tous les dossiers. C'est un épiphénomène, mais qui en fait, c'est la frange. Vous le connaissez quand même. Oui, mais c'est la frange la plus fondamentaliste des musulmans, parce qu'encore une fois, tous les musulmans ne réclament pas ça. Donc c'est une frange fondamentaliste des musulmans de France qui teste finalement, à travers ces actions spectaculaires, la réaction de la République. Oui, justement, et comme en face, on a des dirigeants... Aussi vous répondre. Comme on a en face des dirigeants zombies qui laissent tout faire et qui acceptent tout, eh ben, ils n'ont pas de raison de s'arrêter. C'est exactement le contraire. C'est exactement le contraire. C'est parce qu'on monte ces affaires en épingle que ces gens-là ont une exposition médiatique très forte et se renforcent par la répression qu'ils subissent. Et les prières de rue, c'est pareil. C'est extrêmement classique comme mécanisme. Le meilleur moyen de lutter contre ça, c'est justement... Il y a un rapport sur le fondamentalisme qui va sortir là, dont le point se fait des bonnes feuilles. Vous allez voir. Non mais, conclure. Le décolleté est un mot français. Burkini n'est pas un mot français. Le décolleté, c'est une tradition française. Ça a été accepté, ça fait partie de notre société. Le burkini n'est pas un mot français et c'est pas accepté par la France. Qu'est-ce qui se passe, Guillaume Duval? Simplement, ma mère s'appelle Benchetrit, c'est pas un nom français. Mais ça n'a rien à voir. On parle de tenue. Je m'appelle Messia, ça n'a rien à voir. Je suis d'origine immigrée, ça n'a rien à voir. Et alors voilà, donc on parle de la France, de l'identité française, ça n'a rien à voir avec l'identité française. Il faut comprendre aussi que sur ce genre de sujet, il y a des avis différents. Oui, mais je comprends, mais je veux dire, on ne peut pas défendre l'indéfendable, si vous voulez. Apparemment, moi j'appelle ça de l'aveuglement au désastre. Voilà, et c'est ce que pratique la gauche depuis 40 ans.